C'est la neuvième vidéo d'analyse géopolitique sur cette chaîne et bien on se retrouve donc avec pas mal de nouvelles assez, assez importantes ce coup-ci. Encore une fois, donc là on apprend que donc les deux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 ont été sabotés, hein, probablement, hein, c'est à mon avis certain. Les autorités allemandes, donc ce sont les deux gazoducs qui passent en mer Baltique et qui approvisionnent l'Europe, via l'Allemagne évidemment, en gaz russe. Donc ils ont fait objet de fuites énormes, une au large du Danemark, d'une île du Danemark, et donc pour les deux autres sur le Nord Stream 2, ou non, une sur le Nord Stream 2 et deux fuites sur le Nord Stream 1. Bon, apparemment, d'après les autorités suédoises, il s'agirait d'explosions qui ont détruit, qui ont creusé en tout cas des trous dans les gazoducs et qui vont donc être inutilisables pendant au minimum plusieurs mois, voire années, hein. Là, voire définitivement. Ce sont vraiment des dégâts énormes. D'après les autorités suédoises, ce sont des fuites vraiment importantes, très importantes. Et elles ne seraient pas dues à un accident, un, un défaut de fabrication ou quoi que ce soit. Ça paraît un peu probable. C'est bien un acte de sabotage commis par qui pour l'instant on ne le sait pas. Les autorités allemandes mènent l'enquête. Mais d'après les médias allemands, suédois, danois, etc., tous les médias des pays alentours semblent privilégier largement la thèse du sabotage. Bon, alors, qui serait le coupable de ce sabotage? Évidemment, les russophobes accusent la Russie, qui serait donc coupable de tenter une opération sous faux drapeau pour noircir l'image de l'Ukraine. Bon, certains qui penchant du côté russe, eux, vont affirmer que c'est l'Ukraine qui est coupable, évidemment, mais me semble-t-il, il faut quand même des moyens submersibles de sous-marins armés pour pouvoir quand même causer des explosions au fond de la mer Baltique. Il faut quand même des sous-marins, il faut être équipé. Donc ça limite quand même un peu le champ des possibilités pour le coupable. Évidemment, la Russie possède ses moyens, mais la Russie a-t-elle intérêt à saboter ses propres installations, ce qui lui rapporte de l'argent, même si la vente de gaz enfin le trafic du gaz a fortement baissé. Ça paraît, ça me paraît un peu énorme. Bon, l'histoire du faux drapeau. Bon, je ne veux pas accuser les gens de complotisme, mais les russophobes sont quand même un peu faciles dans ce... Ils vont quand même assez facilement tomber dans ce travers-là. Bon. Euh, Moi, j'aurais plutôt tendance, comme le youtubeur Gonzalo Lira, qui est un analyste qui vit en Ukraine, qui vit à Kharkov et qui quand même a des avis assez souvent proche de la réalité. Lui n'a aucun doute et soupçonne que ce sont les Américains qui ont pratiqué le sabotage. Bon, évidemment, ils en ont les moyens, hein, ça c'est sûr. Mais les Européens, les Anglais, les Français, même les Allemands ont aussi des sous-marins et ont aussi des moyens pour le faire. C'est pas, ça ne prouve rien. On peut, on, on peut quand même soupçonner que ça vient de ce côté-là. Je vois mal l'intérêt des Russes à créer ce genre de catastrophe. Moi, je vois pas. Donc, en tout cas, l'approvisionnement en gaz russe pour l'Allemagne risque d'être sacrément compromis. Alors, la France a promis d'aider l'Allemagne, mais la France va être, elle aussi, en sous-capacité au niveau gaz. Et donc, soit obliger les Français à se priver de chauffage, une partie en tout cas des Français à se priver de chauffage, je vois pas tellement la possibilité
qu'à la France de fournir du gaz, parce que les réserves, elles sont pas illimitées, loin de là. D'autant plus qu'on apprend récemment que la production de gaz naturel liquéfié aux États-Unis est en baisse. Depuis 2 semaines, les chiffres sont un peu inquiétants et sont à la baisse. Et d'ailleurs, plusieurs appels ont lieu en ce moment aux États-Unis pour limiter et même réduire les exportations pour protéger l'approvisionnement du marché intérieur. En fonction de la capacité de production en gaz naturel liquéfié. Donc bon, on a fait croire au public français et européen au sens large que ce n'est pas un problème, que se passer du gaz russe ne serait pas un problème, puisqu'on avait le gaz naturel liquéfié américain, produit par le gaz de schiste, qui serait disponible et qu'on pourrait aisément le remplacer. Donc, je crois que là on nous a menti. En long, en large et en travers, puisqu'en réalité on voit bien que les capacités de production aux États-Unis sont pas du tout aussi bonnes que prévues, et que donc ça va être compliqué. L'hiver va être compliqué, et je pense on doit se préparer à un hiver relativement difficile, et il va falloir bien se couvrir, hein. Surtout pour ceux qui n'ont pas des moyens de se chauffer autrement que par le gaz, l'électrique, etc. Et donc là, on tombe sur une info, mais absolument incroyable, sur RIA Novosti. On apprend que pendant ce temps, la ville de Saint-Pétersbourg développe un projet de trottoir chauffant, pour éviter que les trottoirs soient gelés en hiver. Et que donc, apparemment, dès cet hiver, c'est RIA Novosti, donc grand média officiel russe, qui nous l'apprend, et que donc dès cet hiver, on aura des trottoirs chauffants expérimentaux en place à Saint-Pétersbourg. Voilà, bon bah là, on peut se dire que c'est du trolling, c'est vraiment un pur trolling de la part des Russes. Bon, voilà. Pendant que les Européens vont mourir de froid sous leur couette et sous 15 pulls, etc. Les Russes vont chauffer les trottoirs pour éviter qu'ils soient gelés et que les personnes âgées glissent sur les trottoirs, évidemment. Bon là, c'est totalement incroyable, mais c'est vrai. Vous pouvez, si vous ne me croyez pas, d'ailleurs, je vous encourage à ne pas me croire sur parole, toutes les infos que je peux vous donner, faites une recherche sur Google ou sur le moteur de recherche que vous préférez. Moi, personnellement, j'utilise pas Google, mais vous pouvez choisir celui qui vous plaît, et vous chercherez l'info et vous la trouverez de toute façon. Là, c'est RIA Novosti qui nous l'apprend. Bon, voilà. C'est ce qu'il faut dire. Bon, alors on va changer un peu de sujet. On va évidemment rendre hommage à Snowden, et se féliciter pour lui qu'il a obtenu donc la nationalité russe, ainsi que son épouse. Donc maintenant qu'il est citoyen russe, il est protégé, il est à l'abri, il a fait le bon choix. Je regrette simplement qu'Assange n'ait pas été en capacité de faire ce choix et soit resté en Suède, et donc soit tombé entre les griffes de ses ennemis. Bon, bah, pour Snowden, ça se passe mieux, et bon, c'est un destin, le destin de Snowden, donc ancien agent de la NSA, des renseignements américains, qui a révélé au monde le degré d'espionnage de la population mondiale par les services américains. Voilà, et actuellement, bon, bien sûr, maintenant de nouveau sous protection russe. Il est maintenant citoyen russe. Donc. Bon, on va parler vite fait des référendums donc dans le sud et l'est de l'Ukraine. Alors pour les taux de participation, on en était donc aux dernières nouvelles sur Lugansk à 83,61%. Sur la République de Donetsk, on était à 86,89%. Dans l'Oblast de Kherson, on est à 66,43%, et Zaporijjie, 63,58% de participation. Donc on est largement au-dessus des 50%, qui était la limite minimum de participation pour que les référendums soient considérés comme valides
par la Fédération de Russie, donc on y est largement, on les a dépassés très largement, donc les résultats seront entérinés à peu près, c'est maintenant à peu près certain, début octobre, dès qu'on aura les résultats, hein. Pour l'instant on les a pas, les sondages sont désuets, on donne évidemment un oui massif à l'intégration de ces 4 zones, de ces 4 régions à la Fédération de Russie. Donc on peut s'attendre à cela, voilà. Et puis rapidement, on va parler de Zelensky. Zelensky qui était en ce moment en guerre ouverte avec son ministre de la Défense, Zalouzny, car Zelensky veut absolument gagner une nouvelle victoire médiatique comme celle qu'il a réussi à obtenir en envahissant une région vide dans le nord, dans le nord-est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv. Là, il voudrait une nouvelle victoire pour essayer de convaincre donc encore ses sponsors occidentaux de l'Occident collectif pour qu'il est capable de gagner et de battre les Russes. Donc il a besoin d'une victoire et il veut à tout prix que toutes les forces soient mises sur Krasny Liman. Krasny Liman, c'est une ville du nord de la République de Donetsk qui a été conquise de haute lutte par les Russes et qui est actuellement sous le feu des Ukrainiens qui veulent à tout prix la reconquérir. Donc Zelensky veut à tout prix mettre le maximum de force sur Krasny Liman, mais Zalouzny considère que les pertes sont énormes dans cette bataille et que l'armée ukrainienne ne peut pas soutenir des pertes aussi lourdes. Et donc il y a actuellement une grosse bataille politique entre ces deux personnages, entre Zalouzny et donc le président Zelensky, qui a vraiment besoin, qui considère avoir vraiment besoin de pouvoir afficher une nouvelle victoire médiatique, et donc qui mise tout sur Krasny Liman, cette ville stratégique du nord de la République de Donetsk. Mais elle est très bien défendue, les forces russes sont très bien enterrées, les fortifications ont été vraiment faites à cet endroit, donc sur cette ville. Et apparemment, les Russes n'ont pas l'intention de la lâcher. Et ça va être donc des lourdes pertes pour l'armée ukrainienne si Zalouzny ne réussit pas à dissuader Zelensky de ses projets d'assaut à tout craint. Et puis surtout en renforçant énormément les troupes dans ce secteur et forcément dégarnissant d'autres, ce qui est un risque, hein, bien sûr. Bon, on ne va pas faire une vidéo trop longue, il y a beaucoup d'infos aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, vous pouvez me mettre un petit pouce en dessous de la vidéo si ça vous a plu et si vous avez envie de me soutenir, et puis un commentaire, c'est toujours le bienvenu, ainsi que un abonnement. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. Et puis bon voilà, j'ai appris que donc mes vidéos avaient aussi été aussi partagées sur Odyssée. Alors j'ai une chaîne Odyssée, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, si vous voulez vous abonner à ma chaîne Odyssée, au cas où cette chaîne soit strikée, ce qui pourrait bien arriver un de ces jours sur YouTube. Vous pourrez toujours vous replier sur Odyssée. Et donc j'étais pas tellement, je suivais pas tellement cette chaîne qui produisait elle-même donc mes vidéos, et donc apparemment ça a été partagé, ça marche aussi sur Odyssée, donc venez m'y rejoindre si vous avez envie, si vous êtes inscrit sur Odyssée. Ok, à la prochaine, ciao.